Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci de cette présentation. Alors, vous connaissez cet espace, moi je ne le connaissais pas, et il appelle un commentaire, hein, bien sûr, c'est que nous sommes ici au fin du 19e, début du 20e siècle. Il y a une grande estrade, voilà, et celui qui parlait dessus, et ceux qui écoutent sont en bas. Donc ça ne vous échappera pas que tout ça organise évidemment un rapport vertical au savoir, et qu'aujourd'hui, avec le développement d'Internet, c'est justement ce rapport vertical au savoir, aux sachants, aux clercs, en général, aux enseignants, aux pédagogues, qui est remis en cause. Donc, en conséquence, si, pendant que je parle de cette estrade, vous souhaitez m'interrompre pour me poser une question, me faire une remarque, surtout n'hésitez pas. Je le dis d'autant plus facilement que l'estrade est dans tellement de têtes que l'expérience montre que très peu de gens osent lever le doigt, poser une question, interrompre quelqu'un qui se trouve sur une estrade aussi haute. Si quelqu'un parmi vous le fait, ça sera un petit pas pour lui et un grand pas dans le 21e siècle pour votre profession. Il faut absolument que vous vous familiarisiez avec l'idée qu'aujourd'hui, les préséances hiérarchiques ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la qualité possible de chaque intervenant. C'est comme ça que fonctionnent les enfants que vous recevez, c'est comme ça qu'ils s'accordent le droit de vous interrompre, et c'est comme ça que vous devez leur donner raison en leur disant, bah, dis donc, tu as une curiosité bien placée. Donc, je vous dirai la même chose, si vous m'interrompez, si je ne vous vois pas, cliquez des doigts, levez-vous, faites quelque chose, et je finirai bien par apercevoir que vous voulez me poser une question ou me faire une remarque. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'en arrivant à la gare de Marseille, j'ai eu une très mauvaise nouvelle, il pleuvait beaucoup, mais j'ai eu une bonne nouvelle, je le dis par rapport à la règle 36912, c'est que le gouvernement, enfin le ministère chargé de la protection de la jeunesse en Belgique va lancer la règle 36912 pour la télévision en famille. Donc la règle 36912, elle concerne beaucoup de choses, hein, mais là, elle va être appliquée à la télévision en famille, avec donc des préconisations sur les tranches d'âge. Donc je vous dis ça parce que la règle 36912, on va la décliner par rapport aux ordinateurs, aux tablettes tactiles, mais je vous dis ça parce que d'abord, ça montre que d'autres pays s'intéressent à la règle 36912 que la France, et puis ça montre aussi qu'il peut y avoir des déclinaisons sur des écrans traditionnels comme la télévision. Voilà. Donc je vous ai préparé un PowerPoint qui s'appelle l'enfant et le numérique. Alors c'est un peu un PowerPoint généraliste, hein. Il présente tous les bouleversements liés à l'introduction du numérique dans notre monde. Bon, il y a après quelques prolongements autour des responsabilités parentales, citoyennes, éducatives, mais ce PowerPoint n'aborde pas la question des réseaux sociaux, il n'aborde pas la question des jeux vidéo, et donc évidemment c'est aussi des questions ouvertes, hein, dont je serai très content de parler avec vous si vous le souhaitez. Alors ce PowerPoint qui commence par, ça ne va pas vous étonner, par un constat, qui est le développement d'une culture nouvelle, que certains appellent la culture des écrans. On va voir que c'est plus compliqué que ça. Moi-même, j'ai beaucoup hésité. Parfois, je l'ai appelé la culture des écrans. Puis il y avait des gens dans la salle qui disaient, Monsieur Tisserand, c'est pas vraiment ça. Vous l'appelez la culture numérique. Vous avez raison. Changer le PowerPoint, culture numérique. Puis il y a quelqu'un dans la salle qui dit, Monsieur Tisserand, c'est pas ça. C'est la culture des écrans. Alors, voilà. L'important, c'est pas trop de savoir comment l'appeler. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça change. Et ça change tellement de choses que, comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, hein, et qui ont peur notamment que le développement des écrans fasse perdre le goût de la lecture aux enfants, le goût du livre et peut-être même le goût de la pensée. Alors il faut reconnaître que les choses vont tellement vite, les bouleversements sont tellement rapides que ces inquiétudes sont compréhensibles. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont compréhensibles que pour autant elles sont justes. Hein. Une inquiétude compréhensible n'est pas forcément une inquiétude juste. Il y a beaucoup de raisons d'être inquiet quand on va sur Internet, on pourra en parler, hein, les modes de relation, les modes de communication sur Internet sont anxiogènes, et donc beaucoup d'adultes qui vont sur Internet sans angoisse et pensent que leurs enfants vont y être perdus. Autour des jeux vidéo, il y a encore plus d'inquiétude, hein, comme vous savez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'être humain n'avait pas eu l'intuition que l'invention du numérique pouvait y apporter malgré tout quelque chose de bon, l'être humain ne l'aurait pas inventé. L'être humain, si l'être humain était habité par le désir de s'autodétruire, il l'aurait fait depuis longtemps,
Il n'y a pas besoin d'arriver en 2014 avec la culture numérique pour sauter détruire, il y avait des moyens avant. Donc en fait, il faut penser les choses autrement, et je vous propose de les penser de la façon suivante, c'est que l'être humain a inventé le livre, puis il a inventé le numérique. Les écrans, eux, précédaient le livre. Vous savez que peindre sur une paroi rocheuse, en extérieur ou en intérieur, en extérieur c'était détruit, mais en intérieur ça subsiste. Donc peindre sur une paroi rocheuse, c'est déjà créer une surface, c'est déjà créer un écran, et aujourd'hui il y a beaucoup de travaux pour comprendre justement comment ces premiers dessins étaient utilisés, probablement comme support narratif. Un chaman, un personnage important dans le groupe, prenait appui sur ces dessins pour évoquer diverses situations. Donc l'être humain a inventé probablement les rudiments de la parole et le dessin à peu près en même temps. Et d'ailleurs, la parole a été inventée pour accompagner le geste et les mimiques. Et la peinture aussi a été inventée pour accompagner le geste et les mimiques. Donc le langage écrit, le langage parlé et le langage pictural ont été inventés en même temps pour communiquer et transmettre des informations. Et on sait aujourd'hui que ce qui relève de la surface dessinée, peinte, de l'écran d'un côté, et ce qui relève du langage parlé, écrit de notre côté, mobilise des régions cérébrales et des formes d'intelligence à la fois différentes et complémentaires. Et on peut imaginer en effet que nos ancêtres préhistoriques, ils avaient besoin des deux. Ils avaient besoin d'avoir une bonne intelligence visuelle pour trouver leur chemin, pour aller à la rencontre de gibier, mais surtout encore plus une bonne intelligence visuelle pour retrouver leur chemin quand ils revenaient avec le gibier après l'avoir tué dans leur hutte, ou auprès de leur groupe, auprès de leur famille. Mais ils avaient également besoin de rudiments de langage pour expliquer à d'autres chasseurs où se trouvait la réserve de gibier, où se trouvait du gibier qu'ils avaient pu tuer, qu'ils avaient pas pu ramener, où se trouvait encore du gibier à tuer. Donc il fallait à la fois avoir de l'intelligence visuelle pour se repérer et de l'intelligence narrative pour donner des informations et les communiquer de façon compréhensible. Eh bien, ces deux formes d'intelligence, elles ont toujours coexisté chez l'être humain, mais il se trouve qu'il y en a une, l'intelligence narrative, qui a été prise en relais beaucoup plus fortement, beaucoup plus intensément que l'autre, avec l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture qui a complètement bouleversé la manière de penser, qui a complètement bouleversé le fonctionnement cérébral, invention de l'écriture, invention du livre, invention de l'imprimerie, et toutes ces inventions ont fait que dans la deuxième moitié du XXe siècle, pas au XXIe, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, beaucoup de gens pensaient qu'avec la culture du livre, la civilisation avait atteint son summum de technologie en termes de support pour la pensée. Le livre apparaissait un support pour la pensée formidable, une extraordinaire variété, des romans pour rêver, des romans pour réfléchir, des romans historiques, des romans d'amour, des essais théoriques, des essais historiques, enfin, une incroyable variété de livres de toutes formes, de toute nature, pour les jeunes, pour les vieux, pour les enfants, pour ceux qui savent lire, pour ceux qui ne savent pas lire, une extraordinaire variété de livres, à tel point que la culture du livre paraissait absolument indépassable. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais il est arrivé que, comme vous savez, des adolescents bricoleurs dans leur coin, et insatisfaits sans doute de ce que cette culture ne leur apportait pas, ont inventé des technologies numériques interactives. Technologies numériques interactives qui ont complètement bouleversé le rapport aux écrans, puisqu'avant l'invention des technologies numériques interactives, les écrans, c'est ce que vous regardiez. Et donc, certains disaient c'est passif. Non, ce n'est pas passif. Quand vous regardez un film, vous êtes très actif dans votre tête, au moins au début. Après, vous commencez au bout d'une heure et demie, peut-être vous sommeillez un peu. C'est pour ça que les réalisateurs font en sorte régulièrement qu'il y ait des actions qui vous remuent les tripes et donc qui vous réveillent, qui vous remettent l'esprit en éveil. Mais sinon, un spectateur de film, de télévision, au moins au début, il est actif, c'est-à-dire qu'il imagine dans sa tête qu'est-ce qu'il pourrait faire dans les mêmes circonstances, où il anticipe comment le héros ou l'héroïne vont agir. Mais avec l'invention des technologies numériques, il s'est ajouté quelque chose, c'est d'abord la possibilité de modifier en temps réel le support, tout à fait comme un peintre modifie son tableau, mais même encore plus rapidement, puisque vous pouvez retourner à l'état zéro, à l'état antérieur, à tout moment. Donc le temps
dans la linéarité temporelle est abolie. Il n'y a pas, avec le numérique, il n'y a pas un avant, un pendant, un après. Vous pouvez à tout moment revenir à l'avant, repartir à zéro, effacer, etc. Et puis surtout, le numérique, ça a été Internet, et ça a été la possibilité d'entrer en relation avec d'autres personnes à tout moment, et la possibilité de co-construire avec eux des supports d'information. Le Dropbox, on est 4 à taper en même temps le même texte, chacun voit comment le texte s'écrit sous la plume d'un autre. Tout ça, ce sont les technologies numériques interactives. Et donc, du coup, eh bien, je crois qu'il est important de penser la culture du livre et la culture numérique, la culture des écrans numériques, comme deux cultures complémentaires. La culture du livre fait travailler l'intelligence narrative, et la culture des écrans, la culture numérique, elle fait travailler quoi? Elle fait travailler l'intelligence spatialisée et la mémoire de travail, qui va être capable à tout moment sur un écran de repérer des informations et d'en faire un bon usage. Alors en revanche, ce qu'on va voir, c'est que ces deux cultures, eh bien, elles ne sont pas absolument parallèles. C'est-à-dire que pour bien gérer la culture des écrans, c'est-à-dire la culture qui fait travailler la mémoire de travail, qui fait travailler l'intelligence spatialisée, mais pour bien profiter de cette culture des écrans, il vaut mieux avoir posé de solides repères narratifs. Et dans tout ce que je vais vous dire, appuyez-vous sur quelque chose de simple, très simple, vous ne pouvez pas l'oublier. L'être humain a inventé l'écriture et l'imprimerie avant d'inventer Google. Personne ne peut en douter. Eh bien, respectons la même progression avec les enfants. Commençons par leur apprendre le livre, et ensuite, vous allez voir, ils n'auront pas de peine à se repérer dans les écrans. Apprendre le livre, ça ne veut pas dire faire lire, répéter par cœur, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais ça veut dire apprendre les repères qui sont liés à la culture du livre, qui sont fondamentalement les repères narratifs. Puisque dès qu'un enfant tourne les pages d'un livre, il a affaire à un avant, un pendant, un après, qui sont matérialisés par les pages même du livre. Même si un enfant de 2 ans tourne les 6 pages cartonnées d'un petit livre qu'il tient à l'envers et sur lequel il n'y a pas de texte, il voit bien qu'en les tournant, eh bien, il passe des pages qu'il a déjà regardées aux pages qu'il va regarder après, en passant par celles qu'il est en train de regarder. Il suffit d'avoir un petit livre dans les mains pour qu'on comprenne qu'il y a un avant, un pendant, un après, et la vie, elle a aussi un avant, un pendant, un après. Il suffit d'aller sur une tablette tactile pour que vous fassiez apparaître quelque chose, puis l'instant d'après, vous refaites apparaître la même chose qu'il y avait avant. Éventuellement, vous retournez en arrière, et rien ne matérialise le fait que l'un soit avant ou après l'autre, si ce n'est la mémoire que vous pouvez en avoir. Et c'est donc cette mémoire qu'on peut avoir des événements que l'on traverse qui constitue l'intelligence narrative. Mais cette mémoire des situations qu'on traverse, elle ne se constitue chez l'enfant que si l'enfant est aidé à la constituer. Alors comment l'enfant va-t-il être aidé à constituer les repères de l'intelligence narrative? Eh bien, en étant lui-même introduit dans une histoire qui se déroule selon une narration. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de conseils sont donnés aux parents pour leur dire, quand vous donnez à manger à votre enfant, dites-lui que, dites-lui, viens manger, c'est l'heure du repas, je t'ai fait de la purée, etc., voilà, ou du beefsteak, et quand vous couchez, quand on lave l'enfant, voilà, je te fais ta toilette, je te mets du savon sur le gant de toilette, et quand l'enfant est couché, voilà, tu vas te coucher bientôt, tu te mets dans ton lit, je te mets la couverture, et tu vas dormir. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire à tout moment commenter la vie quotidienne de telle façon qu'il y ait un avant, un pendant, un après, et on se aujourd'hui que la construction des repères narratifs avant, pendant et après est le meilleur prédictif de la capacité qu'aura ultérieurement l'enfant de construire sa vie comme une histoire personnelle, une histoire avec un avant, un pendant, un après. Si vous avez à chaque moment l'impression d'être plongé dans un éternel présent, si à chaque moment vous êtes incapable de penser à votre passé et de vous construire un projet d'avenir, vous êtes immergé dans l'instant présent, en d'autres termes perdu. Perdu dans le temps, perdu dans l'espace, perdu dans la relation. Donc cette construction des repères narratifs est essentielle, et encore une fois, elle se fait par les repères du livre, mais pas seulement, elle se fait par la régularité des rythmes de l'enfant, lever à heure régulière quand il est tout petit, coucher à heure régulière, manger à heure régulière, commentaires sur la nourriture qu'on lui donne, et dès qu'il va accéder à un écran, bien sûr, commentaires sur le temps d'écran dont il va disposer. Tu vas regarder, tu vas faire cette activité pendant 10 minutes. Donc beaucoup de parents me disent, mais à quoi ça sert de dire à un enfant qui a
écran, tu vas rester sur la tablette, tu vas faire la petite activité de tablette tactile pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes. Beaucoup de parents me disent, mais à quoi ça sert? Ça ne veut rien dire 10 minutes. Moi, je dis, ben oui. Et alors, est-ce que le langage, c'est fait pour dire ce que les gens savent? Non. On ne parle pas à un enfant pour lui dire ce qu'il sait déjà. On lui parle pour lui expliquer ce qu'il devra savoir un jour. Si vous donnez à manger à un enfant, et si une maman à côté de vous donne à manger à son bébé, quand lui donne à manger, elle lui dit, regarde mon bébé, je t'ai fait des bonnes pâtes. Vous allez pas lui dire, madame, qu'est-ce que c'est les pâtes pour votre bébé? Il ne comprend pas ce que c'est, ça ne sert à rien de lui dire ça. Taisez-vous, donnez-lui à manger, puis c'est tout. Bon, mais si vous donnez une tablette tactile à un enfant, vous mettez dans la télévision, c'est exactement la même chose. Il faut lui indiquer une durée. Et c'est comme ça que l'enfant est introduit à la durée. De la même manière qu'il est introduit à la nomination des aliments par le fait que la maman nomme les aliments. Il est introduit à la durée pendant laquelle il pourra utiliser une tablette tactile par le fait que vous nommez la durée. Et du coup, l'activité s'insère dans une histoire. Il y a un avant, on regardera la tablette tactile dans une demi-heure. Il y a un pendant, on l'a fait pendant une demi-heure. Il y a un après. Après, on fera telle ou telle chose. Après, ça sera le goûter. Après, on regardera un livre. Après, on ira se promener, ainsi de suite, à tout âge. Et comme ça, il y a toujours un avant, un pendant, un après. Or, si la vie de l'enfant ne s'organise pas avec un avant, un pendant, un après, eh bien le risque, c'est qu'il ne puisse pas ensuite organiser les liens de causalité qui vont structurer cet avant, ce pendant et cet après. Ça veut dire quoi, structurer les liens de causalité? Ben, ça veut dire que si une chose se passe, elle peut en entraîner une seconde. Mais si vous n'avez pas l'idée qu'il y a un avant et un après, vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a un parce que. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une chose arrive parce qu'une autre s'est passée, si vous n'avez pas intériorisé l'idée qu'il y a un avant et un après. Bon, cette organisation mentale qui permet de penser l'avant, le pendant et l'après, cette organisation mentale, c'est celle qui a été reprise en relais par la culture du livre, hein, qui a donc en effet donné à la narration une telle importance dans notre histoire. On voit Harry Coeur, mais plus simplement, il suffit d'aller dans une librairie et de voir la quantité de romans qui s'y trouvent. Les livres plébiscités ne sont pas des essais théoriques, les livres plébiscités ne sont pas des livres de mathématiques ou de physique, les livres plébiscités sont les romans. Et même quand un grand mathématicien qui a reçu la médaille Field nous raconte les mathématiques, il nous raconte son histoire de découvreur des mathématiques. C'est-à-dire que ce qui fait la gloire du roman, la gloire du livre, c'est le roman, et le roman, c'est de la narrativité, de la narration. Et donc, si l'enfant n'a pas intériorisé les repères temporels, avant, pendant, après, il est incapable de comprendre que l'un et l'autre s'organisent selon les fameuses conjonctions de coordination qu'il y a en français, mais ou et donc en Icare. On constate aujourd'hui que beaucoup d'enfants ont beaucoup de peine à utiliser mais ou et donc en Icare. Et même des étudiants, d'ailleurs à l'université, parfois enchaînent les phrases avec des conjonctions de coordination utilisées de manière erronée. Une phrase, donc une autre. Je suis obligé de passer derrière et leur dire non, c'est pas donc, c'est mais. Relisez vos phrases, c'est pas donc, c'est mais. Vous croyez, oui, c'est mais. Lisez vos phrases, c'est mais. Parce qu'ils arrivent à écrire des phrases à peu près bien construites et ils ont beaucoup de peine à comprendre les coordinations. Et la compréhension des coordinations commence par la compréhension de la succession temporelle, un avant, un pendant, un après. Voilà, on a déjà fait un petit tour, hein, donc si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va continuer. Alors on va voir les révolutions qu'entraîne le passage, pas vraiment le passage de la culture du livre à la culture numérique, mais on va voir les révolutions entraînées par le fait que ces deux cultures coexistent. On est dans un moment compliqué de l'histoire, et oui, parce qu'il y a deux grandes cultures qui coexistent, et il est probable que très vite, la culture du livre va être prise en relais par la culture numérique. Mais la culture numérique, quand elle est arrivée, n'a pas pu prendre en relais la culture du livre, pour des raisons technologiques. N'oubliez pas que la culture du livre, elle est apparue très tardivement, la culture numérique est apparue il y a très peu de temps. Rappelez-vous les vieilles diligences, comme elles étaient confortables. Vous n'avez pas essayé probablement, mais quand vous lisez des romans, vous voyez des gens qui faisaient le tour d'Europe en diligence, c'était très confortable, c'était fait pour être confortable. Quand les premières automobiles sont apparues, elles n'étaient pas confortables du tout. Hein. Ça tombait constamment en panne, ça sentait très mauvais l'huile, il fallait s'habiller avec des couverts de peau de bête pour supporter le froid qu'il y avait. Donc ça veut dire qu'au début, quand les premiers véhicules automobiles sont apparus, la diligence était bien mieux. Et vous savez, il y a constamment des histoires où on voit des voitures tomber en panne tirées par des carrioles à chevaux. Donc quand le numérique est apparu, c'est sûr que le numérique était quelque chose de très précaire, hein, de très
de très inconfortable. Les premiers ordinateurs, les premiers PC, c'était, moi je me souviens dans les années 1980, avoir passé des nuits à essayer d'entrer un programme pour jouer à un misérable jeu vidéo. Et je me mettais à 8 heures, non, je sais que je vais jouer à un jeu vidéo, à 2 heures du matin, j'avais toujours pas réussi à rentrer les lignes de code qui permettaient d'y jouer. Alors, du point de vue de la narration, même chose, hein, les premiers jeux vidéo, il ne fallait pas aller chercher de la narration. Hein. Pong, ping-pong, ping-pong, les deux raquettes, vous connaissez, ou alors Mars Attack, voilà, donc ça s'appelle pas Mars Attack, j'oublie le nom, mais enfin les petits vaisseaux, on voit comme ça des petites balles qui désintègrent les petits vaisseaux. Voilà. Donc au début, avec la technologie numérique, mais au début c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 30 ans, 40 ans, 70, années 70, et puis 80, au milieu des années 1980 pour les ordinateurs domestiques, avec les premiers jeux vidéo, il ne fallait pas chercher de la narration. Votre ordinateur était incapable de vous en produire. Hein. Il vous produisait des petits trucs encore beaucoup plus élémentaires que les jeux que vous avez aujourd'hui sur votre smartphone. Des trucs archi-élémentaires. On voit dans les musées, quand il y a des expositions rétro-gaming, on voit ces trucs, on dit mais c'est pas possible, tu as joué à ça, Pépé c'était avant ta naissance, hein, c'était au XVIIIe siècle. Je l'ai connu, j'étais adulte. Voilà. Et donc, du coup, quand la technologie numérique est apparue, il est bien évident qu'elle ne pouvait rien relayer du tout. Elle ne cultivait que sa propre logique, qui était une logique numérique, à savoir une logique d'interactivité et de pixels. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Il se passe que la puissance de calcul des ordinateurs augmente tellement que, comme vous savez, il y a des outils numériques qui sont en train de relayer les outils traditionnels de la culture du livre. Vous avez les liseuses. On peut lire aujourd'hui sur des liseuses. Alors, sur une liseuse, les premières liseuses, on appuyait comme ça chaque fois, puis les pages défilaient. Et puis il y a des gens qui aiment bien, moi j'en fais partie, qui aiment bien pouvoir visualiser les pages qu'ils ont déjà lues et les pages qu'ils n'ont pas encore lues. C'est comme dans... Moi, j'aime pas lire les livres de la Pléiade, parce qu'on lit pendant un week-end, et puis alors on regarde, et puis on a lu ça. Alors, moi, ça me déprime, moi j'aime bien les livres avec un papier un peu... Livre de poche, c'est bien, parce qu'on lit un week-end, alors on a lu le livre, c'est bien la Pléiade, vous avez 25 livres dedans. Alors au début, les tablettes, c'était un petit peu comme la Pléiade, on lisait, mais on n'avait pas l'impression d'avoir avancé, parce qu'à part le numéro de la page, faut-il encore lire les pages dans l'ordre, hein, si c'est des nouvelles, on les lit souvent dans l'ordre, et donc du coup, on ne voyait pas très bien où on était. Alors, donc maintenant, vous savez, il y a une petite visualisation des pages déjà lues et des pages à lire. Donc ça, c'est typique de la manière dont le numérique aujourd'hui nous introduit à une nouvelle forme de culture qu'on pourrait appeler une culture par le numérique, mais qui intègre à la fois la culture du livre traditionnelle et la culture numérique nouvelle. Un autre exemple, c'est la fameuse timeline sur Facebook, la ligne des temps sur Facebook, où à l'origine, Facebook, ça se présentait comme une sorte de grosse boîte, comme les boîtes à chaussures qu'on avait quand j'étais enfant. On mettait les photos, donc les mamans mettaient les petits poèmes que leurs enfants leur écrivaient chaque année, les petits dessins que leurs enfants leur faisaient pour la fête des mères, pour Noël, voilà. Et donc elles avaient leur boîte à chaussures avec tout ça en vrac. Et quand on sortait ces choses, des fois on sortait 1980, puis après 1975, et puis après 1982, puis après 1978. C'était le désordre le plus complet. Eh bien, au début, Facebook, c'était comme ça, c'était le désordre le plus complet. On mettait des trucs, et quand on allait les chercher, ça venait dans l'ordre où on les prenait. Eh bien, Facebook a introduit la timeline, c'est-à-dire que maintenant, vous avez un petit génie au fond de votre boîte à chaussures. Voilà, d'abord un génie qui a été jugé méchant par beaucoup d'internautes qui ont dit on ne veut pas de la timeline, mais Facebook a demandé l'avis des internautes, ils ont dit on ne veut pas, puis finalement il a imposé quand même, ils ont bien fait, parce que maintenant, sur Facebook, vous avez comme un fil qui attache les unes aux autres toutes les informations que vous y mettez, et quand vous tirez le fil, vous avez toute votre biographie. Et en fait, la culture de la narration, la culture historique de la narration, Facebook l'a réintroduit par la timeline. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, si vous vous intéressez un peu au visuel, c'est que toutes les publicités sur Internet sont construites sur un modèle horizontal. Internet, c'est un monde de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'égalité a priori
de tous les intervenants et de tous les participants, on va en reparler. Eh bien, l'introduction de la timeline, la publicité pour l'introduction de la timeline, on peut peut-être encore la trouver sur Internet, eh bien, elle est tout entière une bande verticale. C'est une bande verticale qui défile sur votre écran. C'est la réintroduction de la verticalité dans le monde horizontal d'Internet et du numérique. Mais cette verticalité, c'est justement la ligne des temps. Internet dans la ligne des temps. Donc là aussi, vous voyez, tablette de lecture, liseuse d'un côté, timeline d'un autre, on est en train d'entrer dans une culture par le numérique, où les apports de la culture du livre et les apports de la culture du numérique interactif vont être métissés. On n'en est qu'au début, on ne sait pas où ça va aller, mais ce qui est certain, c'est que il faut faire confiance à l'être humain, parce que nous avons tous deux formes d'intelligence. Une intelligence plus narrative, qui s'investissait traditionnellement dans le livre, et une intelligence plus visuelle, qui s'investissait traditionnellement dans la peinture, la télévision, le cinéma, le dessin, la photographie. Eh bien, avec le numérique, ces deux cultures sont en train de se rencontrer, et d'ailleurs, aujourd'hui, n'importe quel enfant, avec son téléphone, avec l'appareil photographique de la famille, peut faire un petit roman photo, c'est-à-dire faire converger justement la culture narrative et la culture d'image. Alors que du temps de l'argentique, il était évidemment impossible pour un enfant de 5 ans de faire un roman photo avec l'appareil familial. Les photos coûtaient les yeux de la tête, les appareils étaient fragiles, tout ça était impossible. Donc c'est cette rencontre-là, qui, si moi, bon, vous êtes jeune, visiblement pour la plupart d'entre vous, alors je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, à cette rencontre. Comment dans les années qui viennent, la culture du livre et la culture du numérique vont se métisser pour donner des sens à des choses qui vont permettre aux enfants de faire des choses qu'aucun enfant avant eux n'avait jamais fait. Il était totalement impossible, avant l'invention du numérique, de faire une petite histoire en photographie à 5 ans. Aujourd'hui, on peut faire une petite histoire en photographie à 5 ans. Donc, les grandes révolutions, alors on va aller un peu plus vite, parce que... oui, on va aller plus vite même. Alors, donc, 4 grandes révolutions. Donc, je vous ai mis révolution dans la relation au savoir, les apprentissages, fonctionnement psychique, lien et sociabilité. On va aller un peu vite parce qu'il y a des choses qui vous intéressent moins, donc si ça vous intéresse plus, on en reparlera après dans les questions, mais je pense qu'a priori, il vous intéresse moins, comme le fonctionnement psychique. Alors, révolution dans la relation au savoir, je vous le disais au début, c'est l'estrade ici, voilà, et vous êtes devant moi, ça ne marche plus, voilà. Et d'ailleurs, souvent, je fais des conférences en bas, mais là, on ne pouvait pas parce que l'ordinateur était là. Donc, comment se souvenir facilement du bouleversement dans la relation au savoir? Moi, j'aime bien les trucs un peu mnémotechniques, c'est pour ça que j'adore Méo et donc Ricard. Et alors, je vous en propose un, pour vous souvenir des bouleversements entre la culture du livre et la culture des écrans. Souvenez-vous de la phrase « Je lis mon livre ». Je lis mon livre. Je lis mon livre écrit par Tartampion. Je lis mon livre écrit par Tisserand. Ça fait encore plus plaisir. Donc alors on va disséquer ça. Ça veut dire que je suis en train de lire mon livre tout seul. Si vous lisez un livre, vous n'avez pas envie que quelqu'un lise par-dessus votre épaule. Les gens lisent par-dessus votre épaule, ils cachent un livre. Même les gens qui lisent le gratuit dans les transports en commun, des journaux gratuits, vous en avez des piles comme ça. Quelqu'un en prend un, la personne après n'en prend pas, mais elle lit par-dessus votre épaule. Non, c'est mon gratuit. Donc, prenez-en, vous n'aviez qu'à en prendre un, ça c'est le mien. Donc, je lis mon livre, je suis seul à lire mon livre. Je lis quoi? Mon livre, j'en lis qu'un à la fois. On peut dire que les ados sont multitâches, personne ne m'a jamais dit à ce jour, c'est ceux qui seront la preuve que les ados sont multitâches, c'est qu'ils lisent plusieurs livres à la fois. Non, jamais, parce qu'on ne lit qu'un seul livre à la fois. Voilà. D'ailleurs, ça a atteint des summums de bêtises, parce que quand j'étais enfant, quand j'allais dans une bibliothèque, je ne sais pas, c'est encore une médiathèque, eh bien, quand je rapportais mon livre, parce qu'on avait le droit de prendre qu'un livre à la fois, la dame, je me souviens bien, me disait « Est-ce que tu l'as lu en entier ?» Je devenais tout rouge parce que je n'arrivais jamais à la lire en entier. Je disais « Oui ». Alors elle me disait « C'est sûr ?» Je disais « Oui ». Elle me disait « Parce que si tu ne l'as pas lu en entier, tu le remportes, tu le lis en entier, et quand tu l'auras lu en entier, tu auras le droit d'en prendre un autre. » Donc ça, on va en reparler, mais la culture du livre a produit énormément de bêtises dont il faut se rendre compte. Si on dit la culture numérique, elle est pleine d'errances, de chemins d'ornières, de chemins où on se perd. Mais la culture du livre, elle a produit des horreurs aussi, voilà, des horreurs vraiment éducatives. Voilà. Donc, je lis mon livre, alors je suis tout seul à lire mon livre, je lis un seul livre à la fois. Ce livre, en général, a été écrit par une seule personne. Tous les libraires vous diront que les livres écrits par une seule personne se vendent bien mieux que les livres écrits à plusieurs. C'est pour ça qu'il n'y a en général qu'un titre
sur la couverture, même s'il a été écrit par 25 personnes. Il y a des exemples célèbres aux États-Unis. Vous avez beaucoup de gros livres de recension de travaux. Récemment, un gros livre de Jérémy Rifkin. Il a été écrit par 25 personnes, mais il n'y a que Jérémy Rifkin qui apparaît, sauf que les 4 premières pages sont consacrées à remercier tous ceux qui l'ont aidé dans l'écriture du livre. Il y a plus de 25 personnes, il y en a une cinquantaine. Donc ça, c'est les 2 premières pages, les remerciements, c'est tous les gens qui ont écrit son livre, mais il l'a signé, il l'a inspiré, il l'a signé. Donc un seul livre à la fois, un seul lecteur, un seul auteur, et alors évidemment, vous voyez, c'est culture unique, alors une seule tâche à la fois. Donc on va lire son livre. Voilà. Et une seule tâche à la fois. Quand je lis un livre, je ne peux rien faire d'autre. Et puis quand j'écris un livre, quand je le donne à l'imprimeur, je ne peux pas le retoucher. Hein. Donc c'est l'idéologie de la tâche bien faite. Hein. Et donc la culture du livre a entraîné dans son sillage un certain nombre de repères idéologiques qui ont fini par passer pour des repères moraux. Et parmi ces repères idéologiques que beaucoup de gens ont confondus avec des repères moraux, l'idée qu'il ne faut faire qu'une seule chose à la fois et la faire bien. Pourquoi est-ce qu'il faudra en faire qu'une et la faire bien? Je veux dire, il n'y a aucune raison à ça. On peut en faire 36 et les faire médiocrement. On y revient le lendemain, on y revient la semaine d'après, on le retouche. Ça, c'est la culture Internet. Sur Internet, j'ai un blog, je ne suis pas très content encore de mon blog. Je le mets quand même. Je me dis, je le retoucherai demain. Demain, mais je ne vais pas attendre, parce que si j'attends, peut-être je ne le retoucherai pas demain. Je ne vais pas attendre une semaine au cas où je le retoucherai, je vais le mettre tout de suite. Puis pendant la nuit, j'ai des idées, le lendemain, je le retouche. Mais je ne vais pas l'enlever en me disant, je vais encore y réfléchir pour le remettre en attendant 15 jours. Non, je le retouche au fur et à mesure que j'ai des idées pour le retoucher. Les livres numériques, on peut les retoucher, hein, voilà. Là, les livres qu'on met soi-même, c'est à donner à un éditeur, c'est autre chose. Voilà, donc chaque tâche est censée être unique, et la relation aux autres est verticale, hein, depuis tout à l'heure, quelqu'un qui sait à des gens qui ignorent. Voilà. Alors dans la culture des écrans, vous avez compris, tout est à l'inverse, c'est-à-dire plusieurs écrans ouverts en même temps, c'est le fameux ado qui est devant l'ordinateur, la télé, et son smartphone, et même souvent son écran d'ordinateur est divisé en 2, hein, moitié chez les garçons, moitié, chez certaines filles aussi, moitié jeux vidéo en réseau, genre World of Warcraft, ou et moitié réseau social, genre Facebook. Et comme ça, si j'envoie mon petit personnage combattre, pendant les 5 secondes où il traverse une clairière pour rejoindre le combat, je peux vite aller sur Facebook, répondre à un message. Voilà. Donc ça va gagner du temps. Alors donc plusieurs écrans ouverts en simultané, plusieurs spectateurs, les grands-messes, même si, bon, les grands-messes télévisuelles, hein, un couronnement, un mariage princier, voilà, la mort du pape. Alors, donc voilà, on est tous devant son écran, le grand match de football, tous devant son écran. D'ailleurs, quand il y a des événements comme ça, s'il fait beau, on ouvre sa fenêtre et puis on entend les gens dans la rue ou de l'immeuble d'à côté qui, tout d'un coup, poussent des escladéos, des exclamations, notamment dans les matchs. Mais si vous êtes en train de lire Flaubert et que tout d'un coup vous vous dites « ouh » en lisant, je ne sais pas moi, un passage de Flaubert, et si vous ouvrez votre fenêtre, il y a peu de chances pour que vous entendiez dans votre quartier des gens pousser le même « ouh ». Voilà. Parce que c'est votre livre, vous êtes dans une relation subjective, personnelle, profondément personnelle à votre livre. Avec les écrans, donc plusieurs écrans, plusieurs spectateurs, plusieurs créateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le droit d'auteur est remis en cause parce que la plupart des œuvres sont collectives, toutes les œuvres d'écran sont collectives. Plusieurs tâches menées en parallèle, évidemment, et ces tâches toujours inachevées et provisoires, comme je vous disais, mais c'est la logique d'Internet, on y reviendra demain, hein, mais on va quand même pas attendre, on va quand même le mettre. Bon, si on a une autre idée, on avancera. D'ailleurs, vous savez que tous les logiciels... Pourquoi quand vous avez un nouveau logiciel sur votre ordinateur, il ne marche pas? En général, on se culpabilise, on dit mais ça ne marche pas, j'ai pas dû bien faire ce qu'il fallait. Non, les nouveaux logiciels, c'est vous qui les expérimentez. Quand Microsoft vous propose un nouveau logiciel, il n'est pas au point. La mise au point se fera par les retours des utilisateurs. Donc on est totalement dans une culture où les objets sont soumis au consommateur avant d'être terminés. Hein, bon, alors on peut dire soi-même, il faut que les tâches soient terminées avant de les rendre. Oui, mais les enfants à qui vous dites qu'il faut terminer les tâches avant de les rendre, ils vivent dans une culture où dès qu'ils vont sur un ordinateur, il faut bien qu'elles viennent les terminer.
On sait bien, on voit dans toutes les revues critiques du numérique, on voit, ne mettez jamais sur votre ordinateur un logiciel qui vient d'être mis sur le marché. C'est les utilisateurs qui sont des rectificateurs au fur et à mesure des nombreux bugs, des nombreuses erreurs ou des impasses de ces logiciels. Et donc, les relations se déploient sur un mode horizontal. Dans le numérique, c'est le modèle Wikipédia, on pourra en reparler. Voilà, alors, modèle Wikipédia qui malheureusement inspire beaucoup d'élèves pour faire leur composition française, mais ou leur devoir. Moi je dis toujours, il ne faut pas critiquer les élèves d'utiliser Wikipédia, puisque beaucoup d'adultes l'utilisent aussi. Hein. Je veux dire, combien d'adultes, quand ils sont à table ou en promenade avec leurs enfants, l'enfant dit « Oh, qu'est-ce que c'est? Regarde papa, j'ai trouvé un marron. » Non, c'est pas un marron, c'est une châtaigne. Oh, quelle est la différence entre un marron et une châtaigne? Il faut quelqu'un pour sortir son smartphone, est-ce qu'il y a du réseau? Oui, alors, Wikipédia, marron, châtaigne, voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils aillent chercher sur Wikipédia. Mais comme je dis toujours, un élève qui va chercher des infos sur Wikipédia, c'est un point. Un point sur 5, par exemple. Mais s'il va sur une autre encyclopédie, un autre site, s'il va sur le site de l'INA, 1 plus 1, ça fait 2 points. Et puis s'il va sur un site perso d'un auteur connu pour le sujet, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 points. Voilà. Donc il ne faut pas culpabiliser et pénaliser Wikipédia, mais il faut encourager la multiplicité des consultations de sites multiples et variés, et pas seulement Wikipédia. Voilà. Alors, révolution dans la relation avec l'apprentissage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Nous avons 2 formes d'intelligence qu'on connaît bien maintenant dans son travaux sur le numérique. Une intelligence plus linéaire, que certains chercheurs appellent cristallisée, comme des petits cristaux, parce que, imaginez que, c'est une jolie métaphore, hein. Imaginez que ces petits cristaux, eh bien, que chaque lettre est un petit cristal. Vous assemblez les lettres pour former des cristaux plus gros qui sont des mots, et puis les mots qui sont des cristaux un peu plus gros, vous les agencez pour faire des phrases, et des cristaux encore un peu plus gros pour faire des pages et des livres, tout ce que vous voudrez. Donc cette pensée appelée cristallisée est aussi appelée linéaire, parce que tout se passe quand on parle ou quand on lit, comme si on avait un petit ruban qui défilait dans la tête et sur laquelle s'inscrivent les choses qu'on raconte. Donc linéaire, cristallisée, elle favorise la mémoire événementielle. Pourquoi? Parce que il faut évidemment se rappeler de ce qu'on m'a dit il y a 1 minute pour comprendre ce qu'on me dit maintenant. Hein. Si quelqu'un me dit, je sais pas moi, j'ai garé ma voiture en bas, et puis voilà, et puis on continue à parler de tout, et puis tiens, il faut aller mettre un peu d'argent dans la voiture, si vous ne vous rappelez pas qu'on vous a dit qu'elle est en bas, mais la voiture elle est où? Tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit. Donc, dans le langage parlé-écrit, il faut avoir gardé une mémoire. Dès qu'on lit un livre, et on fait l'expérience, c'est très intéressant, vous ouvrez un livre au hasard, vous voyez la phrase « il s'approcha d'elle ». Qu'est-ce que vous voulez en faire de ça? Il, c'est quoi? C'est un camion? C'est un monsieur? C'est un monstre? C'est un monsieur, est-ce qu'il est bien intentionné? Est-ce qu'il est mal intentionné? Et elle, c'est quoi? C'est la poubelle? C'est une dame? C'est une poule? Voilà. Donc, il s'approcha d'elle, ça ne veut rien dire. Par contre, mettez une image au hasard. Vous avez un film, vous mettez au hasard une image sur Internet, une image au hasard. Vous avez toutes les informations. Hein. Vous avez compris, si il se rapprocha d'elle, vous voyez la tête du monsieur, vous voyez la tête de la dame, ou la tête du camion, et la tête de la voiture, et vous avez compris tout de suite si l'intention est agressive, si elle est bienveillante, vous avez compris où ça se passe, vous avez compris l'atmosphère, si c'est glauque, si c'est joyeux, etc. C'est-à-dire qu'avec l'écran, vous avez à peine besoin de mémoriser. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des spectacles d'écran qui sont faits pour que vous n'ayez plus à faire travailler votre mémoire. Vous savez, dans la télé-réalité. Alors, vous voyez, alors un monsieur et une dame, et puis, alors, Pierre essaye de draguer Janine. Alors, c'est écrit en bas. D'accord? Alors, vous regardez 3 minutes, vous avez Pierre réussira-t-il à draguer Janine? Des fois, vous auriez oublié que c'est ça qui est en train de se jouer, il faut bien, pouf, on vous le renvoie, parce que peut-être vous auriez zappé un peu dans votre tête, vous auriez cru qu'il voulait la tuer, on ne sait jamais. Alors, non, il faut. Est-il vraiment en train de. Alors après, donc ça continue, puis encore voilà. Et Janine se laissera-t-elle draguer par Pierre? Hop, on en remet une couche. Parce qu'il faut comprendre que dès qu'on est devant un écran, on n'est pas invité à construire une narrativité. Hein. Et donc, c'est pour ça que les gros consommateurs d'écran sont des gens qui, justement, ont de la difficulté à poser leurs repères dans la narration. Ils peuvent être, par ailleurs, de formidables créateurs dans des domaines non narratifs. Et d'ailleurs, vous savez que souvent, les réalisateurs de cinéma s'appuient sur des trames romanesques, parce que ça leur apporte la structure
le cadre narratif qui pourrait manquer par ailleurs. Même chose dans la bande dessinée, vous avez très peu de grands dessinateurs de bande dessinée qui sont en même temps de bons narrateurs. Vous en avez deux essentiellement, c'est Hergé et Franquin. Mais si vous sortez de Hergé qui a fait les aventures de Tintin et de Franquin qui a fait les aventures de les meilleures aventures de Spirou et Fantasio, parce qu'il y a d'autres auteurs, mais par exemple c'était Franquin, et bien après, vous avez souvent des couples. Vous avez Goscinny, il était scénariste, Uderzo, il était dessinateur. Et donc, vous avez après des couples de gens qui sont spécialisés, l'un dans l'intelligence narrative et l'autre dans l'intelligence visuelle. Mais quand on a affaire à des enfants, comme on ne sait pas ce qu'ils vont devenir et qu'il faut bien les armer dans la vie en leur permettant de marcher sur leurs deux jambes, eh bien, on va leur faire travailler les deux mémoires. L'intelligence narrative d'un côté, l'intelligence visuelle d'un autre. Et donc, comment est-ce qu'on va les faire travailler? Eh bien, pour travailler l'intelligence narrative, c'est évidemment l'apprentissage par répétition. Apprendre des poésies par cœur. Quelle utilité? Aucune, si ce n'est de fabriquer l'intelligence narrative. Apprendre la succession des nombres, encore ça va, le 1 à 10, mais après, quand on fait tout à la calculette, bon, mais en revanche, ça fait apprendre l'intelligence narrative, raconter des histoires. Moi, je regrette beaucoup qu'on ne fasse pas plus raconter des histoires aux enfants, mais enfin, on en reparlera. Mais l'un des axes forts de 3, 6, 9, 12, vous savez, c'est, dans les conseils généraux, inviter les enfants à parler de ce qu'ils voient et de ce qu'ils font sur Internet, de ce qu'ils voient au fond, de ce qu'ils voient à la télé ou sur Internet et de ce qu'ils font sur Internet. Parce que dès que vous racontez ce que vous avez vu, sans vous en rendre compte, vous passez de l'intelligence visuelle à l'intelligence narrative. Mais même si vous racontez une séquence très courte, et alors quel va être le rôle du pédagogue, du parent? C'est justement de favoriser ce passage-là. Un enfant de 4 ans regarde 10 minutes de Petit Ours Brun, c'est une histoire de bonhomme de neige et le nez en carotte ne tient pas. On va dire à l'enfant, alors qu'est-ce que tu as vu? Oh, ben alors le nez il est tombé. Le nez de qui est tombé? Le bonhomme de neige. Et pourquoi il est tombé? Voilà, parce qu'il y avait du vent. Le nez du bonhomme de neige est tombé parce qu'il y avait du vent. Et après, le petit ours brun l'a ramassé. Et après il l'a remis. Ah bon, donc le nez du bonhomme de neige est tombé parce qu'il y avait du vent et le petit ours brun l'a ramassé et l'a remis. Voilà comment vous introduisez un enfant à la culture narrative, qui va lui permettre ensuite de se repérer dans les écrans. Parce que les écrans d'images n'apportent aucun repère narratif. Ils font semblant d'en apporter. C'est-à-dire que si vous réfléchissez bien, vous dites oui, il y a vraiment une bonne narration là-dedans. Mais souvent, on ne la comprend pas. Vous savez, les films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, comme Le Grand Sommeil, c'est des films donc, qui déroutent toute compréhension de leur scénario. Le cinéma n'est pas conçu pour qu'on suive une histoire. Il est conçu pour qu'on soit immergé dans une histoire à laquelle on adhère à chaque moment, avec son cœur, avec son esprit, avec son corps. Mais pas pour nous raconter l'histoire. Raconter l'histoire, c'est les livres. Le cinéma, des fois, nous en raconte une. Des fois, on arrive à trouver un petit bout d'histoire dans un film, mais c'est rare. Qui pourrait raconter un film du début jusqu'à la fin après l'avoir vu? Personne. Parce que c'est pas fait pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faut montrer aux enfants des scènes courtes de films pour qu'ils aient la possibilité ensuite de le raconter. Et c'est dans ce travail de récit qu'ils vont développer quoi? Ils vont développer non seulement l'intelligence narrative, mais aussi la capacité d'oralité, l'intelligence, le fait de trouver, de pouvoir parler, de s'exprimer, le fait de trouver les bons mots, voilà, le bon choix des mots, et puis le fait d'organiser les choses d'une manière cohérente, narrative, un avant, un pendant, un après. Le nez est tombé. Est-ce que c'est mais petit ours brun à la ramasser ou donc petit ours brun à la ramasser? Bon, vous n'allez pas faire ça avec l'enfant, mais vous allez vous poser la question. Quel est le lien narratif le plus adapté? Et vous allez voir ce qu'il emploie. Voilà. Bon, en tout cas, retenez qu'il y a ces deux formes d'intelligence et elles sont évidemment absolument complémentaires. Vous avez vu là, pour ceux qui connaissent un peu, assimilation selon Piaget, accommodation selon Piaget, c'est des repères traditionnels. Bon, si ça vous intéresse, on en parlera plus, mais en tout cas, sachez que tout ça correspond bien finalement à ce que Piaget, dans son étude du développement de l'enfant, avait trouvé, même s'il n'avait pas la compréhension du fait que les repères, que l'activité mentale prépondérante dans la culture du livre, qui est l'assimilation,
et que dans la culture des écrans, c'était l'accommodation. Rapidement, l'assimilation, c'est le fait de se familiariser avec quelque chose par répétition, et l'accommodation, c'est le fait d'être capable de changer complètement de point de vue, parce que ce qu'on voit ne peut pas immédiatement être intégré dans ces représentations préexistantes. Révolution dans le fonctionnement psychique, bon, on va passer, et révolution des liens et de la sociabilité, on va en dire quelques mots. Alors, oui, quand même un petit mot de révolution dans le fonctionnement psychique. Je suis déçu que vous disiez, bon, aussi, vous n'avez pas dit, moi aussi. Voilà. Alors, donc, retenons quand même, ça touche essentiellement, parce que quand même, ça peut vous intéresser, la construction d'identité, donc ça, en tant que parent, ça peut vous intéresser. Donc, les enfants aujourd'hui sont multi-identitaires. Voilà, et l'identité aujourd'hui n'est plus une propriété privée. Donc, est-ce que l'identité était une propriété privée dans la culture du livre? Ben oui, hein, tel le héros est au début, tel il est à la fin. Éventuellement, ben, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, c'est-à-dire éventuellement il a mûri, il a évolué. Tous les westerns traditionnels sont des parcours initiatiques, donc le héros évolue, il change, mais il ne change pas. Il ne change pas d'identité. Simplement, un philosophe dirait, il persévère dans son être, il renforce son identité. Hein. Il renforce sa force, sa connaissance du monde, sa maturité, voilà, parcours de vie. Là, c'est le roman, c'est la culture du livre. Le fait que l'identité soit attachée à la personne et qu'on ne fait que la rôder, la peaufiner, l'approfondir. Et dans la culture des écrans, ben, l'identité, elle est flottante. Les gens peuvent, dans la culture numérique, enfin, la culture numérique, l'identité est flottante, puisque les jeunes peuvent jouer plusieurs personnages sur Internet, des pseudonymes différents. Les garçons peuvent jouer les filles peuvent jouer les garçons. Voilà. Et j'aime la main à cause des problèmes d'identité de genre aujourd'hui, mais de fait, hein, sur Internet, il y a une grande flexibilité de tous les choix possibles en termes identitaires. Vous pouvez jouer un rat, il y aura une phrase fameuse dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Ça veut dire en d'autres termes que sur Internet, personne ne sait qui vous êtes parce que vous n'empruntez que des masques. Il faudrait être fou pour se montrer tel qu'on est sur Internet. Il n'y a que les petits-enfants qui le font, parce que personne ne les a éduqués. Mais une fois qu'on leur a expliqué, ils peuvent très bien comprendre. Hein. Il faudrait être fou pour se montrer tel qu'on est sur Internet. Sur Internet, c'est une machine à produire des masques, à produire des apparences, on en change, voilà. Tout ça est tellement évident. Le problème, c'est que Internet est utilisé par des adultes qui, malheureusement, sont souvent encore ancrés dans la culture du livre et pour lesquels l'identité est une propriété personnelle. Donc ils disent, mais je ne vais pas tromper mes interlocuteurs en présentant autrement que je le suis. Et ça, c'est l'idée que l'identité vous appartient. Mais une fois que vous avez compris que votre identité, elle est fonction de la place qu'un réseau vous donne à un moment donné, hein, si vous êtes chef de bureau, ben, à votre bureau, vous êtes le chef de bureau, et si vous êtes, quand vous êtes chez vous, et donc quand vous êtes chef de bureau, tout le monde vous écoute, et dès que vous êtes chez vous avec vos deux enfants de 5 ans et de 9 ans, personne ne vous écoute, vous pouvez remplacer une, et c'est à peine si, quand vous essayez de vous faire comprendre, vos enfants ne vous coupent pas la parole. Donc on voit bien que l'identité qu'on a est fonction du groupe dans lequel on s'insère et de la place que le groupe nous donne. Vous changez complètement l'environnement de quelqu'un, vous changez l'environnement de quelqu'un de telle façon que cet environnement attend de cette personne des choses totalement différentes. Toutes les études ont montré qu'on ne résiste pas. Tout le monde se moule dans la place que son groupe lui donne. Donc ça, c'est l'identité qui est attachée au groupe. C'est une identité, propriété personnelle, identité attachée au groupe. Alors est-ce que dans la culture du livre, les identités étaient inchangeables? Si, elles pouvaient changer. Il y a deux exemples fameux, hein, c'est Jean Valjean, voilà, le bagnard et tout, et puis après, le bon monsieur, je ne sais pas, le Jean, voilà, et donc dans cette maire de sa ville, etc. Et puis, vous avez aussi un autre exemple, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, changement d'identité. Mais dans ces deux histoires, vous avez un avant, un pendant, un après, et n'oubliez pas que c'est irréversible, et que l'articulation de l'avant et de l'après est une articulation très forte. Hein. Le moment où Jean Valjean fait sa métamorphose mentale, c'est Tempête sous un crâne, et le moment où Dr Jekyll se transforme en Mr Hyde, c'est Tempête dans un corps. Donc vous avez bien une métamorphose possible, mais elle est incarnée dans un moment narratif extrêmement intense, et elle est irréversible. Jean Valjean ne redevient jamais un bandit, et vous savez que
le créateur de Dr Jekyll et Mr Hyde aurait pu imaginer que Mr Hyde redevienne facilement Dr Jekyll. Ben non. Dans la culture du livre, on ne redevient jamais ce qu'on a été. Dans la culture numérique, on peut à tout moment redevenir ce qu'on a été. Et d'ailleurs, la culture numérique, pas seulement, parce qu'aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, vous voyez des fois quelqu'un, une année, ben, il a l'air d'avoir 60 ans, et puis l'année d'après, il a l'air d'en avoir 45. Et donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui modifie le rapport à l'échelle des temps, pas seulement dans le numérique, mais aussi dans le vrai monde. Donc, l'identité a changé, l'identité est attachée au groupe, aux espaces. Je passe sur le mécanisme de défense et dis simplement quelques mots des formes non verbales de symbolisation, parce que ça peut vous intéresser plus. C'est le fait que dans la culture du livre, ce qui est important, c'est le blabla. Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme ça que la psychanalyse a été inventée. Pour s'approprier son histoire, il faut se la raconter, et pour bien se la raconter, il faut la raconter à quelqu'un. Voilà. Or, le blabla, point de salut, on dit à un enfant, voilà, ben écoute, arrête de bouger comme ça, et dis ce que tu as à dire. Voilà. Donc ça, c'est la culture. Je ne dis pas que ce soit erroné. Ce que je dis, c'est que ça a atteint des proportions grotesques parce que la culture du livre a privilégié le discours verbal, le discours, la parole, le discours parlé écrit. Dans la culture numérique, on voit se développer de plus en plus d'autres formes de symbolisation et de communication qui utilisent les images et qui utilisent le corps, les gestes, les attitudes, les mimiques. Donc ça, c'est très important. Et vous savez peut-être que l'an dernier, pour la première fois dans l'histoire, le nombre d'informations véhiculées par des images sur Internet a dépassé le nombre d'informations véhiculées par du texte sur Internet. Pourquoi? Parce que les possibilités technologiques d'Internet permettent aujourd'hui de véhiculer des images très vite. Ça veut dire que l'être humain a toujours eu envie de communiquer des informations avec des images, mais qu'il n'en avait pas la possibilité, sauf à faire des projections de diapositives le samedi soir pour ses amis dans les années 1960. Mais à partir du moment où on peut à tout moment faire une image avec son téléphone mobile, l'envoyer à ses amis, eh bien on s'aperçoit que beaucoup de gens ont plaisir à envoyer un SMS, mais encore plus de plaisir à envoyer un MMS avec une image et un petit texte, voire une image toute seule. Donc aujourd'hui, on va se développer une nouvelle forme de communication, mais aussi de rapport à soi-même. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appuient sur des images pour penser, et pas seulement les peintres et les photographes de métier. Parce que moi, quand j'ai commencé à parler de l'importance des images dans la vie psychique, moi j'ai fait ma thèse de médecine en 1975, j'ai fait ma thèse de médecine en 1975 sous la forme d'une bande dessinée. Non pas sur la bande dessinée, mais sous la forme d'une bande dessinée. Ma thèse, c'est 48 pages de bande dessinée. Donc vous pouvez la trouver, d'ailleurs, parce qu'elle a été numérisée il y a 2 ans sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire médicale, BIUM, et vous tapez BIUM, Bibliothèque universitaire médicale, /thèse, /tisserand, vous la trouverez. Et donc quand j'ai passé ma thèse en bande dessinée en 1975, pourquoi j'ai fait ça? Pour dire le langage graphique, l'image, c'est aussi important que le texte pour arriver à construire des repères, à communiquer, à s'exprimer. Vous voyez que je ne suis pas un trop gros handicapé de la parole, mais j'ai toujours pensé que c'était très important de reconnaître la valeur de la communication et de la symbolisation en images. Et bien aujourd'hui, ce que j'ai dit à l'époque, qui a quand même été accepté par le jury, mais parce que le jury était le jury qu'il était, mais ça a choqué énormément de gens, et notamment parmi mes collègues psychanalystes qui m'ont dit « mais ça ne va pas, les images c'est l'imaginaire ». Non, j'ai dit non, les images ça au choix, l'imaginaire ou le symbolique. Mais il y a des images qui sont des supports de symbolisation, c'est-à-dire de construction de soi et de construction de la relation, de manière explicite, pas de manière implicite. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est arrivé, et donc aujourd'hui, les images sont aussi importantes pour les jeunes que le fait de s'appuyer sur du texte. Et vous avez une troisième chose qui est apparue sur Internet, qui est très importante, c'est la mise en scène de soi. Bon, ça, il faut que vous sachiez que c'est très important parce que, il y a quelques années, l'idée prévalait que les jeunes qui allaient sur Internet, ou les adultes qui allaient sur Internet, avaient du plaisir à se faire passer pour qui ils n'étaient pas. J'ai 14 ans, je suis un garçon, je fais comme si j'étais une fille, ou j'ai 18 ans, je suis une fille, je fais comme si j'en avais 35 et que j'étais une dame plus ou moins
plus ou moins en recherche d'hommes, voilà, après de multiples expériences que je n'ai pas eues dans la réalité, mais je fais comme si je les avais eues parce que j'ai lu des romans dont je raconte ce que j'ai lu. Donc il y a quelques années, l'idée prévalait que beaucoup de gens sur Internet se faisaient passer pour qui ils n'étaient pas. Ça reste vrai. Mais aujourd'hui, le sport privilégié des ados sur Internet, c'est pas de se faire passer pour qui ils ne sont pas. Vous allez comprendre. C'est de montrer qu'ils sont capables de se faire passer pour qui ils ne sont pas. C'est très différent. Montrer qu'on est capable de se faire passer pour qui on n'est pas, ça veut dire se montrer tel qu'on n'est pas en disant « je ne suis pas ce que je vous montre être ». C'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine qui est une culture théâtrale généralisée. C'est pour ça que j'ai développé dans les maternelles des activités de jeu théâtral, vous avez entendu parler, ça s'appelle le 3 figures, jeu des 3 figures, sur le modèle agresseur, agressé, victime, donc dans un but de prévention de la violence dès la maternelle. Mais cette idée, c'est aussi l'idée qu'aujourd'hui, les enfants sont introduits par Internet à la culture théâtrale généralisée. Si vous mettez une webcam, vous n'allez pas parler bêtement dans votre webcam. Ça, c'était les enfants qu'on avait conditionnés à se tenir tranquille. Les enfants, ils bougent tout le temps maintenant. Si vous en avez aussi bien, ils bougent sans arrêt. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la webcam? Ils vont bouger. Et alors, les vidéos les plus célèbres sur Internet, c'est des adolescents qui bougent devant leur webcam. Un notamment, un peu obèse, qui, avec le manche à balai de sa maman, mime un combat de la guerre des étoiles de Jodai. Et alors, voilà, il a eu un succès phénoménal. Parce que c'est l'idée qu'on va se mettre en scène. Il n'a pas eu envie de dire, ce garçon, regardez-moi, je suis un Jodai. Il n'est pas fou, il n'est pas psychotique. Il a eu envie de dire, voyez, regardez, je suis capable, bien que je suis un peu obèse, je suis en collège, dans ma banlieue perdue, eh ben, je fais le Jodai. C'est ça l'important. Donc, culture théâtrale généralisée, et donc, du coup, la mise en scène du corps va être extrêmement importante. Il faut créer des espaces dans lesquels les jeunes puissent jouer. Moi, quand on me demandait mon avis pour la construction de médiathèque, je dis qu'il faut qu'il y ait une pièce à ne rien faire, si ce n'est jouer, une pièce vide. Il faut qu'il y ait dans les médiathèques une pièce blanche, vide, où les ados font ce qu'ils veulent. S'ils veulent gesticuler, ils gesticulent. S'ils veulent se coucher par terre, ils se couchent par terre. Il faut qu'il y ait une pièce qui soit une pièce à s'approprier l'espace pour en faire ce qu'on en veut, y compris du jeu corporel. Si on a envie, ou autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas imposer à des jeunes de rester tranquilles. Ça, c'est fini. Alors, révolution des liens et de la sociabilité. Donc, là, tout change aussi. C'est un chambardement que tous les parents connaissent, d'ailleurs, notamment les parents à qui leur ado dit « Papa, maman, vous êtes moins important pour moi que les inconnus que je rencontre sur Internet. » Ça fait pas plaisir au papa. Et alors, en fait, c'est un faux, mais pour comprendre ce que ça veut dire, il faut restituer la phrase dans son ensemble. La vraie phrase, pour dire la fin suivante, c'est « Papa, maman, vous êtes moins important pour moi que les inconnus que je rencontre sur Internet, virgule, avec lesquels je partage des choses que je ne partage pas avec vous. » C'est ça l'important. Vous êtes moins important pour moi que les inconnus que je rencontre sur Internet avec lesquels je partage des choses que je ne partage pas avec vous. Ça veut dire que ce qui est important, ça va être la possibilité de partager, et la possibilité de partager va être ce qui va fonder la relation importante. Ce n'est pas le fait de vivre à côté de quelqu'un qui est une relation importante, c'est le fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Plutôt que de se retrouver dans la vraie vie et de se raconter des bêtises ou des banalités autour d'un café, d'un gâteau, de ce que vous voudrez, on préfère aller sur Internet, rencontrer des gens qui peuvent habiter à 300 km, ou plus loin, ou plus près, avec lesquels on parle de ce qui nous intéresse vraiment. Qui pourrait leur jeter la pierre? Évidemment, c'est dur à supporter pour les parents, parce que les parents ont l'impression qu'ils sont hors jeu, puis c'est pas faux d'ailleurs. Ils sont hors jeu, sauf à partager suffisamment certains centres d'intérêt de leurs jeunes pour pouvoir garder un contact privilégié avec eux autour de ce centre d'intérêt. D'où l'idée de s'intéresser à cette culture numérique, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, etc. De manière à avoir, non pas pour être leur ami sur Facebook, j'ai le contraire, je pense qu'il ne faut pas, mais pour être capable justement de participer, d'alimenter des échanges possibles autour de ces nouvelles pratiques.
Alors, question d'autorité. Hein. L'autorité dans la culture du livre, c'est assurée par le pouvoir centralisé. Culture des écrans, vous savez que l'autorité est fondée sur la reconnaissance par les pairs. Hein. Donc, mes copains, si mes copains me reconnaissent, ça vaut bien le fait que le maître ne me reconnaisse pas. Donc, c'est plus important que mes copains me reconnaissent que le maître. La régulation repose sur une instance dans la culture du livre qui culpabilise. La culture du livre est une culture de la culpabilité. D'ailleurs, en Occident, on a deux gros livres qui nous le rappellent. C'est la Bible et le Code pénal. Deux grands livres. La Bible, c'est le péché, et le Code pénal, c'est la faute. Alors là, vraiment, hein, entre la Bible et le Code pénal, la culture occidentale est totalement une culture de la culpabilité. Sur Internet, il n'y a pas de culpabilité parce que personne ne peut vous punir. Si vous faites une bêtise sur Internet, vous êtes puni. Si vous savez bien cette histoire, tous les gens, tous les vieux d'ailleurs souvent, qui sont arnaqués par des escrocs sur Internet, ils ne portent même pas plainte. Ils ont trop peur de passer pour des couillons. Mais effectivement, parce qu'ils comprennent à leur dépens qu'il n'y a pas d'autorité qui peut punir les gens qui font des malversations sur Internet. Vous allez porter plainte parce que un Africain vous a fait verser sur un compte au Ghana une partie de vos économies. Porter plainte, qu'est-ce qu'on va vous répondre? On va vous dire, bon monsieur, on n'a aucun moyen de vous aider. Les gendarmes n'ont aucun moyen de vous aider. Ces gens-là sont connus, mais ils sont hors de portée. Donc il n'y a pas sur Internet, il n'y a pas d'autorité qui punit. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, c'est la honte et la irréputation. C'est ce qui explique que si des parents disent à un enfant qu'il faut absolument qu'il vienne dîner parce que sinon l'enfant sera horriblement puni, et que l'enfant est sur Internet avec ses copains, par exemple dans une partie de jeux vidéo, et si l'enfant pense que s'il quitte la partie de jeux vidéo, il perd sa réputation, il préférera subir la punition, mais ne pas risquer de perdre sa réputation. Parce que être puni, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Perdre sa réputation, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est très très compliqué de reconstruire une réputation. Elle vous est tout le temps renvoyée, comme ça vous est tout le temps renvoyé que ce qui est perdu est perdu. Donc du coup, des comportements parfois un peu incompréhensibles pour les parents, d'enfants qui acceptent ils n'acceptent pas facilement, mais disons qu'ils préfèrent la punition au fait de quitter une partie. Mais c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui te prend? Tu quittes ta partie, tu y reviens. Non, la réputation est un choix. Voilà, donc le dernier point est moins important. Alors, donc... oh oui, bon, alors, donc ces deux cultures sont complémentaires. Ce que je vais encore vous montrer, avant de donner quelques repères généraux, puis après on verra si ça vous intéresse des repères dans les jeux vidéo, dans les tablettes tactiles, dans les réseaux sociaux. Donc ces deux cultures ont chacune leurs dangers, leurs avantages. Alors, je vais mettre ça parce qu'on a toujours tendance à penser que la culture du livre n'aurait que des avantages, alors que la culture des écrans aurait beaucoup d'inconvénients. Des avantages aussi, mais enfin beaucoup d'inconvénients. Là, j'ai réduit au plus simple. Hein. Culture du livre, réduction. Le grand problème de la culture du livre, c'est la réduction des compétences aux apprentissages par cœur. On connaît bien ça en France, hein, c'est-à-dire on demande aux élèves d'être capables, le jour de l'examen, de montrer qu'ils ont bien assimilé la leçon. Qu'ils sont incapables éventuellement d'utiliser la leçon qu'ils ont appris dans la vraie vie, n'importe pas. Il faut, même dans leur vie professionnelle, n'importe pas. Vous savez que quand quelqu'un qui a été formé en France par l'université prend son travail, il faut tout apprendre. Moi, j'ai fait 8 ans d'études de médecine et de psychiatrie. Quand je suis arrivé dans un service, j'ai commencé à apprendre. Parce que tout ce qu'on m'avait appris ne me servait à rien, si ce n'est avoir le langage et la sensibilité qui allait me permettre de ne pas être trop angoissé par ce que je voyais, et puis de pouvoir comprendre ce qu'on allait m'expliquer parce que j'avais le vocabulaire de base. Et sinon, le métier s'apprend sur le tas, parce qu'on nous forme à être capable de répéter par cœur des trucs, mais en fait, on ne nous apprend pas vraiment à l'utiliser. Donc le grand problème de la culture des livres, c'est la réduction des compétences d'apprentissage par cœur, avec évidemment une très forte inhibition de la créativité. Voilà, un enfant récite un poème en rajoutant une petite phrase de son cru, il est puni parce que on ne change pas Tarieux, dit Desnos. Voilà. Donc la culture des écrans, le danger de la culture des écrans, c'est la dispersion, la pensée zapping. Alors
C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour commencer, hein, la longue introduction que je vous ai faite. Les personnalités immergées dans des situations sans recul cognitif, sans recul temporel, sans conscience de soi. Ça existe, hein. Il ne faut pas croire que c'est une invention de M. Finkielkraut. Ça existe vraiment. Alors, le grand problème, c'est pas de dire que ça existe, c'est de comprendre pourquoi ça existe. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si ça existe, c'est pas la faute aux technologies numériques. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont dans les technologies numériques, beaucoup, et qui ne sont pas comme ça. Alors, il faut bien aller chercher la cause ailleurs, mais c'est quoi la cause? Ben, c'est le fait que des enfants ont été introduits trop tôt et trop massivement aux technologies numériques, c'est-à-dire aux écrans, sans avoir préalablement constitué les repères narratifs. Si vous mettez régulièrement un enfant sur une tablette tactile sans que vous lui ayez permis de construire les repères narratifs, il sera incapable de se retrouver dans les activités qu'il aura sur la tablette. Mais si votre but c'est de le mettre sur la tablette à 15 h et ensuite d'aller voir à 15 h 30 pour lui enlever la tablette parce qu'il faut qu'il fasse autre chose, vous vous en apercevrez pas. Mais en revanche, si vous lui demandez de raconter ce qu'il a fait en premier, en second, en troisième, de recréer une chronologie, de faire fonctionner sa mémoire événementielle et sa capacité d'articulation logique avec les fameuses conjonctions « mais où est donc Henri IV », vous vous apercevrez de ceux qui sont capables d'utiliser une tablette en ayant des repères narratifs et ceux qui sont incapables d'utiliser une tablette en ayant des repères narratifs. Et ceux qui n'ont pas de repères narratifs, l'urgence, c'est pas de leur donner une tablette, c'est de les aider à construire des repères narratifs. Donc du côté de la culture du livre, cet inconvénient massif, culture des écrans, cet inconvénient massif. Alors on pourrait rentrer dans le détail et envisager à chaque fois, du point de vue des apprentissages, bon, ben c'est le grand problème de la culture des livres, c'est la relation verticale à l'autorité, hein, qui a produit les horreurs qu'on sait, obéir au chef, obéir au chef, c'est la culture du livre. Hein, ça, quand même, la culture du livre a sécrété tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, c'est qu'il fallait obéir au chef. On ne peut pas, comme disait un nazi ou disait Himmler au chef du camp d'Auschwitz, comment vous osez penser que les plus hautes instances scientifiques de notre pays se sont trompées sur les juifs? Non, vous ne pouvez pas. Non, il faut faire confiance aux gens qui ont la posture de savoir. Donc ça, c'est la culture verticale. Et alors, dans la relation aux apprentissages, la même chose, je vous l'ai dit, c'est le risque de réduire les compétences au l'apprentissage par cœur. Dans le fonctionnement psychique, c'est l'identité rigide, c'est la psychorigidité. Ça, c'est intéressant parce que quand j'ai fait mes études, on me disait une personnalité mature, c'est une personnalité génitale intégrée. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, il fallait longtemps pour comprendre. Puis un jour, on disait, j'ai compris. Ça veut dire quelqu'un qui a vraiment une identité forte. C'est-à-dire on peut le mettre dans un club med à Tahiti, on peut le mettre dans son bureau, on peut le mettre dans son club de sport, c'est toujours la même identité. Bon, mais maintenant, on sait que ça, c'est de la psychorigidité. Et au contraire, ces personnalités un peu flottantes, un peu indécises, vous savez, qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas, ça va un peu détendre, mes copains, s'ils m'appellent, tant qu'il fait, des propositions au téléphone. Ces gens qu'on considérait, quand j'ai fait mes études, comme immatures, flottants, indécis, et aujourd'hui on dit formidable. Ils sont capables de sauter sur toutes les opportunités. Et c'est vachement bien. Donc là, il y a un renversement complet. C'est pour ça que des fois c'est bizarre cette entrée dans le numérique, parce qu'il y a des domaines où tout ce qu'on pensait acquis non seulement est contesté, mais ce qu'on pensait même être le plus critiquable devient le modèle. Et là, c'est le cas avec le fonctionnement psychologique. Dans les liens à la sociabilité, le danger de la culture du livre, c'est là encore, on a vu les méfaits tout au long du 19e et du 20e siècle, c'est le fait de privilégier les relations de proximité. J'aime mieux mon voisin que les habitants de l'immeuble d'à côté, mais si j'ai à choisir entre les habitants de l'immeuble d'à côté et les habitants du quartier d'à côté, j'aime encore mieux les habitants de l'immeuble de mon quartier, même si l'immeuble d'à côté de chez moi. Puis de proche en proche, j'aime mieux les habitants de ma ville que les habitants de la ville d'à côté, j'aime mieux les habitants de mon pays que les habitants du pays d'à côté. Et alors, quand on crie aux armes, tout le monde se lève et part au combat, parce qu'il y a cette idée que
les relations de proximité sont les relations les plus importantes. Et l'idée que la langue qui assure le fonctionnement d'une communauté est la langue qui porte la vérité. Vous savez que la psychanalyse avait beaucoup de peine à s'installer en France parce que beaucoup d'intellectuels de haute volée disaient que c'était une science allemande, une science juive, donc étrangère à notre belle nation française. Donc ça, c'est quand même la culture du livre. C'est la culture du livre. La culture du livre, c'est l'idée que mon patrimoine culturel, c'est ma langue. Et que ma langue, il faut que je la défende. Et que la langue, c'est mon territoire. Une langue, un peuple, une langue, un territoire. Voilà. Donc ça, c'est le grand drame de la culture du livre qui a produit des horreurs, hein, quand même, il ne faut pas se le cacher. Donc je ne dis pas ça pour dédouaner la culture des écrans, mais pour vous montrer qu'on peut être attaché au livre, à tout ce qu'il permet de construire dans le domaine de la pensée. J'ai énormément insisté sur le fait que le livre est le support principal de la culture narrative, mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les drames historiques considérables que la culture du livre a engendré. Aujourd'hui, vous parlez avec des jeunes, ils sont citoyens du monde. Ils sont citoyens du monde parce que sur Internet, on entre en contact, on communique avec le monde entier. Alors, donc, voyons maintenant leurs avantages. Ben, je vous l'ai dit 1000 fois. Hein. La culture du livre permet de s'approprier sa propre histoire en s'en faisant le narrateur. Vous lisez tous les soirs une histoire à un enfant. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un château, nanana. Tous les soirs, elle vous demande, l'enfant, dans son petit fille, un petit garçon, vous demande l'histoire, la même. Un jour, vous dites, il était une fois une princesse qui vivait dans un très beau château. L'enfant dit, non. Dans un château. Il était une fois une princesse dans un château, pas un très beau château. Dans un château. Vous allez vous dire, mais pourquoi l'enfant ne veut pas que je change un mot? Pourquoi il veut changer? Parce que chaque fois que vous racontez la même histoire, l'enfant la mémorise un peu mieux. Et puis, un jour, vous passez à côté de sa chambre et vous l'entendez parler, vous tendez l'oreille, et vous voyez qu'il raconte l'histoire. Celle que vous lui racontez tous les soirs, il l'a mémorisée par cœur, et il se met à la raconter. Éventuellement, il la raconte à ses peluches préférées, il raconte l'histoire, ou éventuellement, il fait semblant de lire le livre. Il tourne les pages du livre, et ce n'est pas vous qui lisez le texte, c'est lui qui l'a mémorisé par cœur et qui le dit. Donc il va dire la princesse, nana, château, et puis un prince arriva, bon, voilà, mais un monstre se cachait, voilà. Et alors, il arriva que, des fois, et le chevalier bonda, le bondit, voilà. Mais ça ne fait rien, l'important c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se met en route d'une narrativité. Et après, cet enfant, troisième temps, après le temps où il écoute, après le temps où il se raconte, il va vous raconter sa journée. Alors, il ne va pas vous dire « il était une fois », mais il ne va pas vous dire « il était une fois la princesse au château », il va dire « ce matin, j'étais dans la cour ». Et alors, un garçon est arrivé. Mais il y en avait un méchant qui voulait nous empêcher de jouer. Et vous allez reconnaître la trame de l'histoire que l'enfant a répétée. C'est-à-dire que l'enfant va s'approprier sa propre histoire à partir des histoires que vous lui aurez lues. Vous comprenez l'importance de la narration. La narration, ce n'est pas fait pour que l'enfant entende des histoires. C'est fait pour que l'enfant ait la possibilité de construire des repères narratifs, un avant, un pendant, un après, des conjonctions, mais où est donc en écart, parce qu'à partir de ça, il va construire sa propre histoire. C'est pour ça que c'est si important de raconter des histoires, de lire des histoires. Vous n'êtes pas obligé de raconter des histoires des livres. Vous pouvez dire aussi, il faut que je te dise aujourd'hui, j'ai porté la voiture chez le garagiste, parce que elle était abîmée. Elle était parce que le clignotant était cassé. Alors le garagiste m'a dit, je vais vous la réparer pour demain. Mais je ne suis pas sûr qu'il la répare demain. Et bien voilà, vous pouvez aussi raconter vos histoires personnelles à votre enfant. Et un beau jour, il va dire, vous allez le surprendre et il va jouer comme ça. Et puis il va peut-être vous dire, je ne sais pas, moi, j'ai envie qu'on aille chez le marchand de jouets pour voir s'il peut réparer mon jouet que j'ai cassé. Et peut-être il le réparera pour demain. Et vous vous rappellerez que c'est l'histoire que vous lui avez racontée. Et il l'aura enregistrée, il la reprendra pour se l'approprier. J'insiste énormément là-dessus parce que, mais c'est bête. Et c'est comme ça que les enfants
sont introduits à la temporalité, et c'est comme ça que vous fabriquez des gens qui ensuite pourront aller dans les écrans, jouer aux jeux vidéo, tant qu'ils voudront. Parce que quand ils voudront en sortir, ils en sortiront. Et pourquoi ils en sortiront quand ils voudront en sortir? Parce qu'ils auront une petite horloge intérieure qui leur dira « Ah ben, il faut quand même que je fasse mes devoirs. » Alors que s'ils n'ont pas construit les repères narratifs, ils n'auront pas d'horloge intérieure. À aucun moment, il y aura un petit clignotant dans leur tête qui leur dira « Il faudrait quand même que tu arrêtes aujourd'hui, mais ils n'en auront pas. » Et donc, du coup, après, vous allez leur dire « Mais tu n'as pas pensé à faire tes devoirs? J'ai oublié. J'étais dans le jeu, j'ai oublié. » Bon, alors après, éventuellement, ça m'intéresse plus de jouer que de travailler. Évidemment, quand on a des mauvaises notes, c'est vrai que c'est plus intéressant. Mais au début, il y a quand même cette idée qu'il faut avoir cette petite horloge. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage de l'autorégulation, qui se fait par le fait de toujours avoir des activités avec organisées autour d'une temporalité personnelle. Donc la culture des écrans, mais qu'est-ce qu'elle va permettre par rapport à ça? Elle va permettre un truc extraordinaire que ne permet pas la culture du livre, faire face à l'imprévisible. C'est rare quand vous lisez un livre que vous ayez à faire face à l'imprévisible. Même des livres très imprévisibles, n'allez pas voir les films Harry Potter, lisez le livre Harry Potter. Moi, des fois, en lisant Harry Potter, je lisais le livre, je me disais, attends, non, c'est effrayant, ça, c'est pas possible. Je retournais en arrière pour me dire, pour apprivoiser. Donc, voilà. Mais en revanche, cet imprévisible ne me confrontait pas à la nécessité de résoudre. C'est un imprévisible que je découvrais dans le texte de Rowling, et c'est tellement étonnant, comme quand le grand méchant est caché dans le turban, que c'est tellement... voilà, je n'arrivais pas à en croire mes yeux, donc je retournais en arrière pour vérifier que j'avais bien lu. Mais j'avais quand même pas à faire face à la situation. Alors que si vous jouez à un jeu vidéo, si vous allez sur Internet, vous allez constamment avoir affaire à de l'imprévisible que vous allez devoir gérer. Et vous allez gérer comment cet imprévisible? Avec votre mémoire visuelle. Et votre intelligence narrative, un peu, mais d'abord votre mémoire visuelle, votre intelligence de travail, votre mémoire de travail. Et donc, du coup, la culture des écrans va encourager cette capacité à gérer des espaces. Alors, gérer des espaces, c'est ce que nous faisons constamment dans la vie quotidienne. Mais, avant l'invention des écrans numériques interactifs, il n'y a pas de support qui permette de travailler les interactions, qui permettaient de faire travailler cette intelligence visuelle avec un support pour le faire travailler. On faisait travailler dans la vie courante, mais il n'y avait pas de support. Un peu comme on faisait travailler l'intelligence narrative avant l'invention du livre, hein, les gens qui racontaient des histoires dans les campagnes, les troubadours, voilà, mais même pour des gens qui n'avaient pas de livres, les livres existaient, les manuscrits existaient, mais très très peu, mais il y avait quand même de la culture narrative. Il y avait de l'intelligence spatialisée bien avant l'invention des écrans, évidemment. Mais il n'y avait pas d'outils pour la faire travailler. Alors voilà, la conséquence, elle ne vous étonne pas, avoir intériorisé les repères temporels de la culture du livre, indispensable pour bénéficier du rapport aux écrans. Alors, là, on pourrait discuter longtemps. Hein. Je vous donne juste quelques repères. Les conséquences pour la famille. Donc, on peut reprendre le même plan. Hein. Nouvelles relations au savoir, aux apprentissages, fonctionnement psychique, sociabilité. Donc, je ne sais pas si la famille... non, si la famille vous intéresse bien, mais c'est un peu la même chose pour les institutions. Donc, en fait, il y a 4 points importants. Alors, comment tenir compte de la nouvelle relation au savoir? Bon, alors, c'est un truc qui vous intéresse moins, mais développer pour les écoles l'éducation inverse, hein, c'est-à-dire que l'enseignant n'arrive pas le lundi matin en disant « Voilà les enfants, aujourd'hui, on va travailler sur les grandes réformes agricoles de Sully », mais l'enseignant, la semaine d'avant, a dit « Lundi de la semaine prochaine, nous allons travailler sur les grandes réformes agricoles de Sully. Donc, vous allez aller voir sur Internet tout ce que vous pouvez trouver, ou dans des livres que vous avez, la bibliothèque si vous voulez, sur Internet si vous voulez. Vous allez réfléchir à tout ça et vous allez venir avec vos questions. » On devrait faire la même chose ici d'ailleurs, mais c'est plus facile à faire avec les jeunes qu'avec les adultes. Des fois, je dis à des gens qui m'invitent, mais on va me poser des questions, je me contenterai de répondre aux questions. Il y avait les bras au ciel, mais non, ne faites pas ça. Les gens n'auront pas de questions à vous poser. Les gens viendront sans questions. Je dis, mais c'est pas vrai, les gens viennent toujours avec des questions. Le problème, c'est que dans une culture traditionnelle du livre, on ne pose pas ces questions avant que l'interlocuteur supposé très intelligent ait déroulé son rouleau et ait déposé sa bonne parole dans l'esprit des auditeurs. Mais l'éducation inverse, ça consiste à dire aux gens, ben voilà, vous allez venir écouter M. Pistron dans un mois,
Monsieur Tisseron, on n'a rien d'autre à vous dire qu'à répondre à vos questions. Quand chaque fois que je le fais, je vous dis, l'organisateur me dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Alors des fois, je le fais quand même, puis ça marche. Mais avec une estrade comme ça, je pense que c'est compliqué. On va voir tout à l'heure. Et là, vous aurez été bien préparé quand même. Alors, valoriser la controverse et le débat, évidemment, hein, dès que vous avez 3 enfants, il faut les faire discuter. Voilà, alors voilà, on montre un livre, voilà, il y a un loup qui mange la grand-mère, bon, ben, le petit chaperon rouge, le bûcheron, tout ce que vous voulez, ou partir des séries télé ou des jeux vidéo, voilà, et on discute, hein, voilà, et, qui t'a trouvé le plus sympathique dans l'histoire, moi c'est un tel, moi c'en est un autre, et pourquoi tu as trouvé plus sympathique celui-là, parce que, et toi, pourquoi, parce que, oui, vous ne pensez pas pareil. Ça, c'est une éducation à la citoyenneté, à la différence. Je me souviens, quand j'avais un enfant petit, on avait une jeune fille qui s'occupait de notre fils, souvent, et elle était noire. Et alors un jour, on regarde, comme ça, par curiosité, les cahiers de coloriage de notre fils, et la jeune fille les avait coloriés avec notre fils, et elle avait fait tous les moutons noirs et le loup blanc. Extraordinaire. Parce que vous avez compris, hein, voilà, le loup c'est l'homme blanc, et les pauvres moutons c'est les noirs qui sont à chaque fois bouffés par le loup. Et donc, elle n'a pas dû s'en rendre compte, j'imagine, ça comme ça. Peut-être ça s'en a été rendu compte, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est justement quand on est confronté à de telles différences dans la représentation du monde. Vous allez voir n'importe quel film, après on discute, qui t'a préféré. Il ne s'agit pas de raconter l'histoire, de dire qu'est-ce qui nous a impressionné, tout, mais simplement qui on a préféré, quelle scène on a préféré, voilà, à partir de ça, et s'apercevoir que la réception de chacun est différente. À partir de la deuxième étape, on essaye de dire pourquoi. Valoriser la controverse et le débat, c'est ce qui devrait être fait dès la maternelle, inviter les enfants beaucoup plus à débattre entre eux, à discuter. Et malheureusement, il n'y a pas d'espace pour ça dans les institutions scolaires, donc je pense qu'il faut absolument créer des espaces pour ça dans les médiathèques. Il faut que les enfants soient invités à lire le même livre, ou l'avoir lu avant, et à le jouer comme au théâtre, ou en discuter, mais avoir des activités qui impliquent d'autres formes de représentation et de symbolisation que le seul langage. On passe par le corps, on passe par les images. Pour les petits, on dessine, pour les plus grands, on joue, et même les petits peuvent jouer comme au théâtre. Si vous avez 2 enfants, racontez-le, ou même vous avez un papa-maman chez vous, ou 2 mamans de papa, ce que vous voulez, et vous avez un enfant, et vous lui racontez, un enfant de 4 ans, vous lui racontez La Belle au bois dormant. Et après, vous lui dites, on va le jouer. Qui c'est qui va faire la sorcière? Qui c'est qui va faire le prince charmant? Qui c'est qui va faire la Belle au bois dormant? Vous verrez l'enfant, le bonheur, le bonheur. L'enfant, c'est une petite fille, il va dire, je fais la princesse. Et alors après, on tourne, on change de rôle. Voilà. Donc il faut absolument introduire, il faut absolument jouer sur la capacité qu'ont les enfants aujourd'hui à changer de place, à changer de rôle. Parce que cette capacité à changer de place, changer de rôle, ça porte un nom. Ça s'appelle la plasticité psychique. Et cette plasticité psychique, elle est actuellement au centre de tous les travaux en neurologie, en psychologie. Comment faire en sorte que les gens soient capables de modifier leur relation à une situation. Comment faire en sorte que les anciens apprentissages ne nous empêchent pas de changer d'attitude. Il y a même actuellement des travaux qui montrent que les addictions au tabac, à l'alcool, seraient dues au fait, c'est très étonnant, seraient dues au fait que l'alcool ou le tabac réduisent la capacité des synapses à pouvoir échanger des informations nouvelles. Ce qui fait qu'en fait, l'alcoolique serait tout simplement quelqu'un qui peut concevoir la bonne résolution de ne pas boire, mais qui est incapable de changer ses habitudes parce que son cerveau n'a plus la capacité de changer d'habitude. C'est-à-dire que ce ne serait pas la toxicité du produit, serait une toxicité sur la capacité à pouvoir changer de comportement dans une situation. Il a été montré, pourquoi on a dit ça? Parce qu'il a été montré que les gens qui ont une addiction au tabac, une addiction à l'alcool, quand on leur propose des tests dans lesquels il y a un entraînement à répondre d'une certaine façon, et puis qu'après on change la règle pour les obliger à répondre d'une autre façon, ben les alcooliques et d'autres formes de toxicomanes, tabagiques, sont dans une grande difficulté
pour arriver à réadapter leur réponse à la nouvelle consigne. Alors que les gens qui n'ont pas d'addiction adaptent très vite leur réponse à la nouvelle consigne, les gens qui ont d'addiction n'y arrivent pas. Il y a une grande plasticité psychique qui est perdue. Donc, encourager les enfants à débattre, alors qu'après ils sont plus grands, des ados, on va même leur demander de changer de point de vue. Et voilà, Moïse a été guillotiné, voilà, est-ce que je pense que c'était bien, pas bien, bon, moi je pense que c'était bien, tu vas expliquer pourquoi. Puis après on change, je te dis que c'était bien, tu vas expliquer pourquoi ou pas bien, et bien maintenant on va changer de point de vue. Voilà, ça s'appelle les dissoi logoi. C'est logoi, c'est Aristote qui avait imaginé ça à son époque pour former les politiques, mais bon, les politiques se forment de leur côté, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir justement arriver à avoir cette plasticité psychique qui va permettre de défendre éventuellement un autre point de vue que celui dans lequel on est. Et qu'est-ce qu'on va apprendre en faisant ça? Eh bien, on va apprendre que les arguments, ce sont comme des petites pièces de Lego. On peut en faire tout ce qu'on veut. Vous prenez 10 pièces rouges, 10 pièces bleues, 10 pièces vertes, c'est les éléments d'expérience. Vous les assemblez pour faire une tour, vous les assemblez pour faire un monstre, vous les assemblez pour faire une voiture. Ça, c'est le discours. Avec les mêmes pièces de raisonnement, vous pouvez les assembler de façon différente. Et quand vous avez un enfant qui a compris ça, pas de problème. Non. Il arrivera toujours à se socialiser et à développer ses compétences. Voilà, donc nouvelle relation aux apprentissages, ben, c'est l'alternance. Donc, des jeux dans l'espace, voilà, des histoires racontées. Inviter l'enfant à raconter ce qu'il voit faire. Donc, tenir compte du nouveau fonctionnement psychique, hein, tout ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais, voilà, donc inviter l'enfant à respecter les rythmes tout petits, inviter l'enfant à anticiper ses activités et leur durée, hein, ce que je vous disais, voilà, ne donner jamais une tablette tactile à un enfant sans lui dire pour combien de temps, et sans lui dire, regarde, il est telle heure, tu vas l'utiliser tant de temps, et quand tu auras fini, il sera telle heure, et quand tu auras fini, on fera telle autre chose. Un avant, un pendant, un après. Après 6 ans, après 6 ans, on pouvait le laisser s'organiser, planifier son emploi du temps. Donc, tu as droit à 1 heure de temps d'écran, ou une demi-heure de temps d'écran. Voilà, 1 heure par jour, 1 heure par semaine, c'est les parents qui décident. Mais tu vas l'organiser comme tu veux, simplement c'est 1 heure. Donc, dis-moi simplement qu'est-ce que tu comptes faire. Moi, j'aimerais aller sur la tablette tactile. Alors, d'accord, pas de problème, tu vas jouer à la tablette tactile. Combien de temps tu veux jouer? Une demi-heure. Oh, je veux une demi-heure, il n'y a pas de problème. Puis alors, rappelle-toi, tu as 1 heure. Donc, tu auras une demi-heure après pour faire autre chose, hein, pour venir reprendre la tablette tactile ce soir, ou pour regarder la télé. Mais de toute façon, ce sera qu'une demi-heure si tu passes une demi-heure maintenant. Donc, on apprend comme ça une organisation du temps. Voilà, passer des contrats, évidemment. Et favoriser la complémentarité des 3 formes de symbolisation en encourageant des formes de création qui les associent. Je vous disais, dès l'âge de 5 ans, un enfant est capable de fabriquer un petit roman photo. Voilà, il fait des images, vous fabriquez le texte avec lui, voilà. Et éventuellement, il rajoute un petit peu de théâtre, une petite scène théâtrale. Voilà, tenir compte des nouvelles formes de sociabilité, ben, c'est évidemment encourager toutes les activités de création. Hein. Et les activités de création qui sont socialisantes. Hein, les activités de création sont socialisantes parce que si vous êtes un créateur de peinture ou un créateur d'écriture, vous allez voir, les créateurs d'écriture sont très solitaires. Les peintres sont très solitaires. Mais c'est très dur d'être un créateur du numérique solitaire. Parce que dès que vous créez du numérique, vous le mettez sur Internet, et dès que vous le mettez sur Internet, vous avez des retours. Moi aussi, j'ai fait un truc un peu pareil. Comment tu as fait pour faire ça? Moi, quand j'essaye, j'y arrive pas. Voilà, tout de suite. Hein. C'est-à-dire que la création numérique est la création la plus socialisante qui soit. Vous pouvez vous replier complètement vous-même pour écrire dans votre coin, vous pouvez vous replier complètement vous-même pour peindre dans votre coin, vous pouvez vous replier complètement vous-même pour refaire votre maison de campagne, la peinture, la maçonnerie, ce que vous voulez, vous pouvez vous replier sur vous-même pour réparer votre vieux moteur, à l'époque on réparait le moteur soi-même, mais vous ne pouvez pas vous replier sur vous-même pour faire de la création numérique. Parce que la vocation de la création numérique, c'est d'être mis sur Internet, et aussitôt vous avez des retours. Et donc du coup, vous interagissez avec les gens qui font des retours. Voilà, donc la campagne 3692, on va pouvoir en reparler. Voilà, et donc j'ai mis la conclusion de Maria Montessori, qu'on pourrait formuler un peu autrement, laisser faire ce qu'il veut à l'enfant,
qui n'a pas constitué ses repères temporels, hein, puisque pour constituer la volonté, il faut avoir des repères temporels. Si pour vous dire je vais faire telle chose pendant 1 heure, mais après il faut que je fasse mes devoirs, il faut que vous ayez la conscience du temps. Si vous n'avez pas la conscience du temps, vous ne pouvez pas dire je vais jouer pendant 1 heure, je vais faire mes devoirs après. Donc laissez faire ce qu'il veut à l'enfant qui n'a pas constitué ses repères temporels. Et donc les bases de sa volonté, c'est trahir le sens de sa liberté. Voilà, ben merci.